évidemment toujours marqué par le meurtre de la jeune Philippine, après cette séquence terrible de l'enterrement des obsèques de vendredi. Et puis, il y a cette parole qui se libère. Alors Françoise, je vais vous passer pour le coup la parole dans un instant. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire qu'elle a toujours été libérée, la parole, mais que... Personne n'entendait et personne n'écoutait. Voilà. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer encore une fois. Et moi qui me suis aussi beaucoup intéressée aux enfants maltraités, à chaque fois on dit la même chose, il faut que la parole se libère. Mais la parole elle est libre. Le problème c'est que personne n'écoute et que personne n'entend et que personne ne veut en tirer les conséquences. Et moi ce qui me frappe dans ce débat que vous avez tout à fait bien posé, c'est que subitement il y aurait des bonnes et des mauvaises questions. Mais j'allais dire... Tout viol est insupportable, quel que soit l'auteur de ce viol. Tout crime est insupportable, quel que soit l'auteur du crime. Et que quand il y a un auteur de viol ou de crime, on dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter ? Donc là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Donc forcément, le bon sens populaire dit pourquoi il était là puisqu'il ne devait pas être là. Donc c'est pas une question qui est indécente. Il ne s'agit pas de xénophobie ou de racisme ou de Mais c'est à ça qu'on réduit le débat en fait. Mais absolument. On nous dit mais non, vous n'avez pas le droit de poser ces questions-là. Mais absolument. Alors que la question fondamentale, c'est le viol, c'est insupportable. Alors j'entends aussi d'autres qui disent, mais c'est la question de la prévention du viol, la violence, etc. C'est un autre débat. Bien sûr qu'on peut se dire que les violeurs sont des grands malades, qu'il faut soigner, etc. Et dans un monde idéal, on aurait un hôpital psychiatrique capable de prendre en main tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais la vraie question qui se pose, c'est chaque fois qu'il y a un assassinat, chaque fois qu'il y a une personne morte, chaque fois qu'il y a un viol, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour l'éviter ? Et c'est bien normal qu'on se pose la question. Et moi, depuis la semaine dernière, je dis il y a deux problèmes. La récidive, pourquoi quelqu'un qu'on met en prison ressort plus dangereux que quand il est rentré. Et deux, effectivement, le fait que les OQTF ne sont pas exécutés. Rachel Kahn. Oui, puis cette idéologie, c'est-à-dire qu'en fait, l'égalitarisme a tué le principe de l'égalité devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi, quelles que soient nos origines sociales, ethniques, religieuses, etc. L'égalité devant la loi, c'est le fait que lorsqu'on commet un délit ou un crime, eh bien, on est jugé en conséquence. Et non pas changer en fait ce principe fondamental pour, en gros, gargariser le racialisme et tuer le féminisme aussi. Parce que là, en l'occurrence, les féministes... Enfin, celles qui se disent féministes ne le sont absolument pas. On ne les entend pas. Voilà. Une fois de plus, on ne les entend pas. Mais j'ai vraiment le sentiment d'un débat confisqué. C'est-à-dire que, Eric, on nous dit « Ah non, non, ne posez pas ces questions-là, parce que ça, vraiment, on n'a pas besoin d'en parler. » Si, on pose tout sur la table. En fait, on dit tout. Oui, vous avez raison. Alors, Eric, après Françoise. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. J'ai écouté tout à l'heure une chaîne de radio publique. Oui. Il y avait invité la présidente du syndicat de la magistrature, Madame Kim Reflet. Kim Reflet était invitée. Et elle dit, mais c'est pas un problème de QTF, mais pardon, certains médias en ont fait beaucoup. Mais pardon, j'aurais posé une question très simple à Madame Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature à gauche. Si cet assassin n'avait pas été sur le territoire français, aurait-il violé et tué Philippine ? La réponse est non. Bon. La réponse est non. Donc, si vous voulez, les gens qui veulent circonscrire le débat pour éviter qu'on pose les bonnes questions... Ils veulent étouffer le débat. Oui, étouffer le débat, pardonnez-moi, on est là pour alimenter le débat. Françoise. Oui, ce qu'on dit beaucoup, c'est un fait divers et on veut, à partir d'un fait divers, on ne peut pas générer une nouvelle législation, un fait de société, je ne sais pas quoi. Mais si, je veux dire, c'est à partir de faits divers qu'on génère justement. C'est à cause de l'affaire Duhamel qu'on s'est préoccupé justement des questions d'inceste. C'est à cause du viol d'enfants qu'on a décidé de mettre un seuil minimum d'acceptation pour les mineurs victimes de viol. Donc bien sûr que les faits divers. Et quand il y a le procès de Mazan, de Gisèle Pellicot, tout le monde dit ça doit... le procès de Dominique Pellicot, parce que là, Gisèle est la victime. Donc Gisèle Pellicot est victime. Mais ça doit peut-être amener à changer la législation. Donc bien sûr que ce sont à partir de faits divers qu'on fait évoluer la loi. Et tant mieux si ça fait évoluer la loi, en l'occurrence sur les OQTF et la récidive. Grégory, c'est évidemment pas facile de ne pas être dans l'émotion quand on voit cette affaire-là, parce que je crois que c'est finalement l'équation du pire. Ça met en lumière justement toute notre incapacité, que ce soit de la récidive, vous en avez parlé, parce que je pense que c'est important quand même de poser des choses dans l'ordre. La récidive, quelqu'un qui est incarcéré, qui fait 5 ans de prison, qui ressort un fauve, il y a un problème. Il était déjà en ayant été incarcéré. Oui, mais normalement, on se dit que 5 ans de prison, il a peut-être eu un suivi, et on l'a peut-être soigné. Et c'est ce que je vous dis, ça met en lumière justement tout ce qu'on n'est plus capable de faire. C'est-à-dire une sanction pénale doit être là pour protéger la société, pour évidemment réparer la victime,
Et cerise sur le gâteau, réinsérer, je l'ai déjà dit 200 000 fois, aujourd'hui, nos sanctions pénales n'atteignent aucun de ces 3 objectifs. Ça, c'est factuel. Et malheureusement, cette affaire philippine met en lumière tout ce qu'on n'est plus capable de faire. Avoir une justice des mineurs de bon niveau, qui soit dans la protection des mineurs, évidemment, parce que c'est important, mais aussi qui soit dans la sanction. On le voit bien, un viol, c'est même pas 5 ans de prison. Ça pose vraiment question, quoi qu'on puisse en penser. Pour un mineur. Pour un mineur, voilà. Mais ça pose question, c'est-à-dire que si encore c'est 5 ans de prison, mais derrière on le reconstruit, sauf que là c'est 5 ans de prison et derrière, dès qu'il sort, il recommence. Donc en fait on n'a rien reconstruit. Et évidemment après se pose la question forcément de l'OQTF et ça résonne avec tout ce qu'on a déjà dit sur notre incapacité malheureusement à être efficace sur la question. On va juste écouter quelques paroles de victimes. Elles étaient rassemblées hier à Paris à l'initiative du collectif féministe Némésis, avec beaucoup de femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu aussi sous les coups des hommes. Récit de Marine Sabourin. Beaucoup d'émotions, de colère et de regrets, place d'Enfer Rochereau, où 500 personnes se sont réunies pour rendre hommage à la jeune Philippine. On en est arrivé là, ouais. C'est hyper triste. Effectivement, il y a de la colère, mais il y a un dépit, quoi. C'est pas un fait divers. Ça fait trop, c'est un drame pour une famille et je pense que maintenant le silence, on est complice si on ne se manifeste pas. Un rassemblement marqué par de nombreux témoignages, des familles de victimes elles aussi tuées par des individus sous OQTF. J'ai perdu ma fille qui a été tuée de 11 coups de couteau, qu'on a retrouvée 10 jours après, enterrée dans le jardin de sa résidence. C'était bien entendu un multirécidiviste. Une manifestation où le laxisme de l'État et de la justice est dénoncé par les victimes. J'ai perdu ma belle-sœur l'année dernière. Elle a rencontré malheureusement un mineur migrant isolé. Elle s'est fait torturer, elle s'est fait égorger. Maintenant, ça doit suffire. Nous n'avons rien demandé. Nous subissons en continu. L'État ne fait rien. Il est laxiste. Des cris de détresse émis par ces familles, toutes réclament à l'unisson un véritable sursaut. Voilà, cette addition de témoignages, Louis Dragnel, fait froid dans le dos parce que voilà, ce que vivent ces familles est une horreur absolue. Puis il y a le problème politique qui est à côté. Oui, et puis je suis assez curieux de savoir ce que pensent les gens qui accusent tout le monde de récupération de ces images-là et de ces discours-là. Parce qu'en fait, ce qu'ils appellent récupération est en réalité un devoir moral. À quoi sert la classe politique si ce n'est de faire des lois, de les voter pour protéger la société? Et dans le cas de Philippines et dans tous les cas qui ont été cités à l'instant, c'est un devoir à la fois, pour comprendre ce qui s'est passé et comment un drame a été permis d'une certaine manière, et puis deuxièmement, tout faire pour éviter qu'il ne se reproduise. Je trouve que vraiment tous ceux qui crient à la récupération, c'est là où moralement c'est extrêmement choquant, empêchent toute possibilité de changement. Puisque dès lors qu'on... Mais est-ce que c'est leur but? Alors, je vais plus loin. Est-ce que c'est justement pour ça qu'ils le font? Je peux pas, ce serait un délit d'intention de ma part, un procès d'intention de ma part, de leur attribuer une pensée qu'il faudrait... Est-ce qu'on ne veut pas confisquer ce débat-là? Moi, je me pose la question. Mais ce qui me gêne, allez-y, Louis, puis je passe la parole à Rachel. C'est que globalement, tous ceux qui crient à la récupération politique sont des gens de gauche et d'extrême gauche qui ne supportent pas qu'on puisse reprocher à une politique migratoire d'être laxiste, qui ne supportent pas qu'on puisse dire que la justice a dysfonctionné, qu'il y a des problèmes administratifs, parce qu'ils ne supportent pas l'idée qu'un clandestin puisse être expulsé, ils ne supportent pas que quelqu'un qui a commis un délit soit emprisonné. Donc derrière tout ça, évidemment que le fond est politique. Mais bon, Rachel, je pense que ça va peut-être encore plus loin puisque c'est dogmatique. C'est la place de la victime dans la société qui est interrogée. Et là, les témoignages, c'était des témoignages de victimes ou de mamans ou de parents des victimes. Et en fait, ce que, justement, cette frange-là ne supporte pas, c'est comment réécrire un récit où eux défendent les victimes. Et ils ne supportent pas qu'il puisse y avoir d'autres victimes parce que ça change finalement toutes les manœuvres idéologiques qui sont en sous-texte. Grégory Joron, on voit bien qu'en fait, parler des droits des victimes, en fait, c'est quasiment dire un gros mot aujourd'hui. Ah oui, on le voit encore, nous, particulièrement aujourd'hui. Je fais alors évidemment un parallèle qui est pas du niveau, mais vous savez qu'aujourd'hui, depuis ce matin, dans les commissariats, on n'a plus le droit de filmer la garde à vue. Ou en tout cas, c'est extrêmement encadré. Pourquoi ? Parce que c'est une évolution. Nouvelle législation. C'est une nouvelle législation qui a été votée au Sénat et à l'Assemblée, qui nous est imposée depuis 10 mois. Là, on est dans la vraiment dernière limite. Et aujourd'hui,
on doit mettre en place ça. Ça veut dire qu'en fait, les personnes gardées à vue, qui ne sont pas coupables, évidemment, sont présumées innocentes, mais quand même, si elles y sont, c'est qu'il y a quand même des éléments qui laissent présumer de la commission d'une infraction, en règle générale. Aujourd'hui, là où on avait des facilités pour vidéo-surveiller des gardes à vue, ça nous évitait de le faire physiquement, ça nous évitait plein de trucs, c'est très encadré. Donc c'est des droits à la défense qui sont encore une fois largement supérieurs à ce qu'on peut faire pour les victimes. Et nous, aujourd'hui, quand vous allez dans les services d'investigation... Et ça, c'est pour protéger les droits des délinquants? Oui, clairement. Quand on parle avec nos collègues en investigation qui sont notamment dans les brigades de protection des familles et des violences aux personnes, qui sont confrontés régulièrement justement aux victimes de viols et de violences, je peux vous assurer que la majeure partie de la charge mentale avec laquelle ils rentrent chez eux le soir, c'est par rapport à ces témoignages-là et surtout à la connaissance très aiguisée qu'ils ont de ce qu'on va pouvoir donner aux victimes comme temps, comme attention et comme réparation. Je vous en parle pas. Françoise? Oui, moi j'ai été très frappée en entendant tous ces témoignages et de voir à quel point il y a en effet un sentiment d'abandon de ces familles. Et hier j'écoutais la jeune femme qui était Claire, qui était notamment à l'origine de cette manifestation et qui a souhaité et qui depuis le début témoigne à un visage découvert du elle-même viol. a été violée il y a quelques années par un migrant. Du viol qu'elle a subi, et je trouve ça extrêmement courageux. Et en même temps, ce qu'elle dit elle, et ça fait froid dans le dos, c'est que elle a essayé de contacter des responsables politiques, jamais personne ne lui a répondu. Elle n'a eu pour le coup aucun accompagnement psychologique, psychiatrique, de soutien de quelque façon. Elle a des frais de justice qui sont considérables, c'est-à-dire que avant d'être éventuellement pris en charge, il faut quand même débourser entre 20 ou 30 000 euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte de déplacement et qu'on ne se préoccupe plus des victimes. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est hier parmi les témoignages, il y avait un jeune homme qui parlait de sa grand-mère, je crois qu'il s'appelait Marius, qui a été assassiné, sa grand-mère de 90 ans, qui a été assassinée, violée dans des conditions épouvantables, et il est allé lui-même nettoyer, détail sordide, nettoyer le sang de sa grand-mère parce qu'il n'y avait personne et que les pouvoirs publics n'ont pas jugé utile d'envoyer quelqu'un pour l'aider. Donc c'est vrai que ce sentiment d'abandon crée ce sentiment d'injustice, c'est cette demande de justice. Tout ce que disent ces personnes qui manifestent avec beaucoup de dignité et de calme, elle demande plus de justice. Mais dans le même temps, Éric Revel, on a des gens qui ont interrompu en Isère, à Vienne, la minute de silence en mémoire de Philippines, au nom de vous êtes tous des fascistes. Parce que vous et ça, c'est intolérable. Mais ça, c'est absolument intolérable. Vous savez, au moment où on est dans un ascenseur émotionnel incroyable, je pense que la cause de Philippines est devenue une cause nationale. Tout le monde est sur ce fait de société qui a terrifié la France entière. Au moment où vous avez cet ascenseur émotionnel, ce que ces gens d'ultra-gauche ne comprennent pas, c'est qu'ils produisent l'effet inverse de ce qu'ils dénoncent. C'est-à-dire qu'en réalité, ils font monter le RN dans l'ascenseur électoral. Vous voyez, il y a l'ascenseur émotionnel, mais oui, parce que devant des faits comme cela, c'est absolument incroyable. Alors vous avez raison, Laurence, de rappeler qu'il n'y a sans doute pas suffisamment d'accompagnement lorsqu'on est en prison. Est-ce que ce violeur... mais je pense quand même, évidemment, à la victime. On passe tout ça par perte et profit. Françoise a raison de rappeler tous ces cas-là. Et puis quand même, il faut faire attention à une chose. Je ne sais pas si c'était prévu d'en parler, mais moi, ça m'a marqué. C'est la déclaration quand même du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit « L'état de droit n'est pas sacré ». Attention, justement, parce que là, un ministre de l'Intérieur, à mon sens, ne devrait pas dire ça. On en parlera tout à l'heure. L'état de droit, forcément, est sacré, parce que sinon, c'est la porte ouverte absolument à tout et à n'importe quoi. Bon, c'est un vrai débat. Mais l'état de droit est, un mot, parce qu'on le fera tout à l'heure. Vraiment, l'état de droit s'adapte en permanence aux besoins de protection de la société. Je pense que c'est ce que Bruno Retailleau a voulu dire. Et si on considère que l'état de droit, c'est le droit immuable qui ne s'adapte pas aux nouvelles pratiques, à la délinquance, eh bien c'est un état de droit. L'état de droit doit s'adapter, bien sûr. Mais l'état de droit, par définition, dans un pays comme le nôtre, s'il n'est pas sacré, alors non, là, c'est les grands principes de l'état de droit qui sont sacrés, notamment ceux qui sont dans la Constitution. Mais l'état de droit, en réalité, doit s'adapter en permanence. Heureusement, et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous surprendre, heureusement qu'après les attentats, le gouvernement de François Hollande a durci la législation
et a fait des choses qui, si on en avait pris ces mesures il y a encore 15 ans, tout le monde aurait hurlé à l'atteinte justement à l'état de droit. Et heureusement qu'on a permis des perquisitions, on a permis d'enfermer des gens simplement parce qu'ils avaient regardé une vidéo de Daesh. Je dis simplement volontairement, parce que il y a encore 15 ans, vous alliez voir une vidéo de Daesh et c'était votre droit absolu justement. Et l'état de droit s'est adapté. Okay. Le débat sur l'état de droit, on le fera tout à l'heure de façon très complète. Rachel, un dernier mot là-dessus. C'est simplement par rapport à cette minute de silence qui a été bafouée. Profanée. Une société qui n'arrive plus à respecter ses morts, c'est une société en perdition. Et là, on retrouve effectivement tout ce qui a pu se passer par rapport au 7 octobre. Et lorsqu'on déchire l'affiche du bébé Kfir, c'est quel degré d'inhumanité en réalité? La même chose avec les portraits de Philippines. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont arraché les portraits de Philippines. Mais ça veut bien dire que c'est un dogme qui, jusque dans la mort, n'a plus aucun respect et plus aucune limite.